Nous allons parler musicalité de vie, notamment dans les EHPAD. On va tout savoir sur ce concept, cette idée, avec Sylvie Boulot, qui est la directrice générale de 11+, qui propose pour notamment les EHPAD une borne musicale mélo. Bonjour Sylvie. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, présenter 11+, puis présenter la borne. Alors, je suis directrice générale de 11+. La borne 11+, la borne Mélo est née d'une idée du créateur original qui est Marc Boudot en 2008. Et cette idée, elle est née pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la musique fait partie de notre vie et on s'est dit que c'était peut-être le cas d'autres personnes. Et quand il a eu l'idée, en fait, c'était surtout en voyant un reportage à la télévision. C'était en 2003, pendant la canicule. Vous voyez, il a mis un certain temps avant de germer cette idée. Et en 2003, pendant la canicule, on voyait beaucoup de personnes âgées à la télé avec des soignants. Enfin, on rappelait les consignes d'hydratation, etc. Et puis, il a vu un reportage où une personne âgée était vraiment recroquevillée sur son siège. Et en entendant de la musique, elle s'est ouverte et elle a paru vraiment reprendre vie, simplement, en entendant la musique. Et à partir de là, il s'est dit, bah, tiens, comment on a accès à la musique dans les établissements de retraite? Est-ce que les personnes y ont accès? Et à partir de là, une étude a été faite par des étudiants. On est en lien avec l'Université de Bourgogne. Il y a un UT juste à côté de notre société. Et on a pu découvrir que les personnes âgées en EHPAD, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, elles n'avaient pas du tout accès à la musique pour plusieurs raisons qu'on décrit en général, qui sont très simples à comprendre. La première, c'est que les CD se perdent. L'agilité des mains aussi est plus difficile à un certain âge, donc on est moins habile pour manier du matériel hi-fi. Dans les grandes salles, c'est compliqué d'avoir son propre poste, même dans sa chambre. Enfin voilà, il y avait plein d'obstacles au fait que les personnes puissent avoir accès en toute autonomie. En réalité, ils avaient probablement accès à la musique, mais souvent, ils subissaient la musique du personnel, la radio, des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre. Donc là, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait apporter une musique qui soit pertinente pour ce public-là, des musiques qui ont traversé leur vie, et puis l'installer pour que tout le monde en profite. Voilà, donc c'était vraiment l'idée de base, c'était de rendre la musique accessible en établissement de retraite pour un public âgé, en prenant en compte toutes les contraintes matérielles, de temps, de compréhension aussi. Il y avait beaucoup de choses à tester sur place dans les maisons de retraite. En fait, on a commencé en allant disposer un matériel un peu grossier. Et on a fait plein de tests avec les animateurs, les personnes âgées pour voir en termes de maniabilité ce qu'il était possible de faire, comment ils comprenaient aussi un engin, parce que en fait, en déroulant un peu l'idée, le but, c'était pas de refaire un lecteur CD, c'était de pouvoir mettre beaucoup de musique dans un petit espace. Donc, évidemment, l'outil informatique était le plus adapté. Mais l'outil informatique, pour ces publics nés avant la création de l'ordinateur, ça pouvait représenter un obstacle. Alors moi, quand j'ai découvert, il y a pratiquement plus de 10 ans, en fait, enfin beaucoup plus que 10 ans, la borne mélo, j'ai pensé à un jukebox. Tout à fait. Alors, l'idée, c'était d'avoir un jukebox. La seule différence avec le jukebox, c'est qu'il ne fallait pas mettre de pièces pour avoir la musique. Ouais. À partir du moment où l'établissement en faisait l'acquisition, la musique était gratuite pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on nous définit encore. Alors, on nous appelle le jukebox, Méli-Mélo. Voilà, c'est la borne Mélo. Mais il y a plein de petits noms. Et c'est super parce que quand on appelle la borne Méli-Mélo, ça veut dire qu'elle est complètement rentrée dans le quotidien de l'établissement et que les gens se la sont vraiment appropriés, y compris affectivement. Ça fait partie de la maison, quoi.
Bon. Dans un EHPAD, qui décide, enfin j'imagine qui, mais qui décide en fait de prendre une borne mélo et qui va s'en occuper en fait? Enfin, où est-ce qu'elle est installée dans l'EHPAD et qui va s'en occuper? Alors, notre premier interlocuteur, c'est l'animateur, animatrice, coordinateur de vie sociale. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui gèrent la vie sociale dans l'établissement. Ça, c'est une évolution qu'on a observée et qui est vraiment très intéressante. Donc, la personne qui est en charge des activités et des animations dans l'établissement est notre premier interlocuteur. Et puis, rapidement, évidemment, puisqu'il s'agit d'un budget quand même relativement conséquent d'investissement, eh bien, on se tourne soit vers l'équipe soignante, soit directement vers le directeur. Et ça dépend d'un établissement à l'autre. On n'a pas les mêmes interlocuteurs, mais on passe en général par l'animateur. D'accord. Ouais, dans l'établissement, la borne est installée dans quelle pièce, dans quelle Ah partie? oui, en général, c'est dans la salle commune. D'accord. Il y a besoin d'avoir un animateur qui enseigne à l'usage de la borne ou au bout d'un moment, les résidents savent utiliser tout seul la résidence? Normalement, le but, c'est qu'ils puissent l'utiliser tout seul. Pourquoi c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est un référent dans l'établissement? Parfois, c'est le technicien qui est notre référent. Parfois, c'est le cadre soignant ou un ou une aide-soignante. En fait, cet outil, il est vraiment au service des personnes âgées pour programmer, c'est ce que vous avez appelé le jukebox. Vraiment, on pousse le personnel à accompagner les personnes pour qu'ils programment eux-mêmes la musique et qu'ils puissent s'approprier l'outil. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il faut les accompagner. Voilà, souvent ils ont peur de la casser, alors on la bouge dans tous les sens, on leur montre que c'est indestructible. Pareil pour le clavier, on a vraiment fait un développement qui correspond à leur utilisation. Donc une fois qu'on les a rassurés sur l'outil, eh bien ils l'utilisent tout seuls. Donc ça, c'est la partie vraiment jukebox. Mais notre volonté, c'est aussi de pouvoir aider au quotidien le personnel on a parlé de musicalité de vie, c'est améliorer la qualité de vie au quotidien et donc permettre aussi au personnel d'avoir accès à tout un tas d'activités, en particulier musicales, mais pas que. Et donc, on a vraiment des centaines d'activités à l'intérieur qui sont facilement accessibles et qu'on peut mettre en œuvre pour faire des activités. Est-ce que vous avez noté qu'avec la borne mélo, les résidents en écoutant de la musique sont plus calmes? Et donc, en fait, on va dire, les résidents plus calmes, les résidents moins stressés, moins d'absentéisme, etc. Est-ce qu'il y a cette logique que vous avez notée? Alors, on ne l'a jamais mesuré d'un point de vue scientifique. Ce qui est sûr, c'est que tous les témoignages qu'on a sont unanimes sur le fait qu'une borne mélo amène de la qualité de vie en établissement. Et aujourd'hui, quand on fait des études qualitatives auprès de nos clients, on a vraiment une reconnaissance d'un outil d'approche non médicamenteuse. Donc, c'est vraiment, à plus de 85%, la dernière étude nous a montré que nos clients considèrent cet outil comme une approche non médicamenteuse, à la fois pour l'aspect apaisant de l'écoute musicale, mais aussi parce qu'on a des fonctions spécifiques comme le mémocarillon, c'est-à-dire il y a une musique toutes les heures qui retentit. C'est des compositions qu'on a fait nous-mêmes et qui sont toutes différentes d'heure en heure, de 8h à 20h, donc pour donner des repères dans la journée. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le patrimoine mémo-musical, qui est une fonctionnalité à visée thérapeutique dans laquelle, en fait, on propose au personnel de cibler des personnes avec lesquelles ils ont des problèmes de relation, des soucis, soit, alors c'est pour les malades d'Alzheimer ou maladies neurodégénératives. Et souvent, on sait que dans les établissements, l'âge augmentant, c'est de plus en plus repoussé, l'âge d'entrée en établissement. Donc, on a plus en plus de malades. Certains sont complètement désorientés, certains font des crises, d'autres sont complètement
complètement apathiques, donc il faut les rebooster. Enfin voilà. Et on prétend que grâce à la musique, et on l'a observé un certain nombre de fois, si on fait une liste qui correspond aux goûts musicaux de la personne, ça a été prouvé scientifiquement, eh bien on peut soit dynamiser, soit apaiser la personne. Bien sûr. Et ça, je l'ai observé plus d'une fois. Puis même sur nous, quand on écoute une musique, en fonction de la musique dans laquelle on écoute, on est plus ou moins dans un tel état émotionnel. Justement, ça me vient à la question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous sélectionnez les musiques? Et est-ce qu'il y a, si on va plus loin, est-ce qu'il y a des musiques qui amènent la tristesse ou la nostalgie? On va plutôt nostalgie et tristesse, ou comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Est-ce que vous gérez cet aspect émotionnel? Alors, on a le premier modèle de borne qui est sorti en 2008. Il avait 2000 musiques. On a procédé essentiellement par interview pour savoir quelles étaient les musiques préférées. Donc, on a constitué la grande majorité de ce répertoire de 2000 titres à partir des goûts musicaux des personnes âgées. Le reste, on l'a composé avec les hit parades des années qui correspondaient à ces personnes-là. Et puis, rapidement, l'âge avance des personnes dans les établissements. Donc, on a fait un répertoire 3000, puis un répertoire 4000. Aujourd'hui, on a un modèle qui propose 4000 titres. À chaque fois, en fait, on a pu augmenter ces répertoires grâce aux propositions qui nous sont faites, parce que les établissements, on les a régulièrement au téléphone et les animateurs nous donnent, et on les incite à le faire, bien sûr, hein, on a une relation avec nos clients qui est très proche, on les incite à nous donner les titres qui manquent ou qu'ils aimeraient voir à l'intérieur de la borne. Pas eux, mais les personnes âgées. C'est important de recentrer toujours sur les goûts des personnes en établissement. Par rapport à, pardon, je réponds à la deuxième question, à la deuxième partie de la question. Je ne suis pas musicothérapeute. Nous n'avons aucune prétention à nous substituer aux musicothérapeutes. Je tiens à faire cette précision parce qu'on nous taxe souvent de, voilà, ça peut être pris comme une prétention qu'on n'a pas du tout. On est vraiment un outil d'aide. Voilà, pour faire une thérapie, on a besoin d'un thérapeute. On ne peut pas dire que la borne est une thérapie en soi. Et c'est pour ça que j'ai éludé un peu votre question par rapport au fait de dire est-ce que la borne amène apaise ou dynamise. Non, c'est pas la borne qui le fait. Hein. C'est vraiment très important toujours de parler de médiation. Et c'est les personnes qui vont utiliser cet outil qui vont faire qu'on va se sentir mieux au quotidien. Et c'est la personne âgée qui va programmer sa propre musique parce qu'elle l'aime, qui va se générer du plaisir. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est plus l'usage et l'environnement de l'usage que le produit en question. Si je résume. Alors, le produit, je ne vais pas dire qu'il est mal pensé. Hein. On le pense pour qu'il soit au service de cette relation-là, en fait. Mais en soi, l'outil, c'est comme tous les outils. Hein. C'est la façon dont on l'utilise et ce qu'il y a dedans qui est intéressant, pas l'outil en lui-même. Si on n'est pas on dit que les personnes âgées ont plus de 85 ans, les trois titres qu'elles écoutent le plus? Alors, il y a Tino Rossi, hein, c'est le titre, ça c'est vraiment, c'est pas tellement les titres eux-mêmes, mais on a fait un sondage récent pour savoir quels étaient les chanteurs préférés et ceux qui ressortent, c'est Piaf en 1, Tino Rossi en 2, et puis après, il y a plus l'unanimité entre Aznavour, Brel, voilà. Alors, par contre, alors ça, c'est ce qui est ressorti des dernières interviews qu'on a fait auprès des animateurs récemment. Mais alors, on a régulièrement des demandes pour avoir Kenji Girac. On a des mamies qui sont fans de Kenji Girac. Voilà, il y a aussi les United Kids qui reprennent des anciens tubes et qui les chantent avec des harmonisations d'aujourd'hui qui sont très prisées des aînés aussi. Voilà, donc on est en train de constituer le répertoire 5000, donc on tient compte de ces évolutions aussi de goût chez les aînés et on va intégrer bien sûr ce type de musique. Avec l'avancée en âge, j'imagine qu'en fait, progressivement, vous ajoutez les parades des générations plus jeunes. Bientôt, il va y avoir, enfin non, bientôt, je ne sais pas bientôt, mais dans 10 ans, il va y avoir Paul Simon, par exemple, qui va être ajouté à la Mélobox, à la bande mélo.
C'est-à-dire qu'en fait, vous supprimez, comment vous gérez? Vous supprimez également des musiques pour les plus âgés, sur les musiques pour les centenaires, ça c'est progressivement supprimé ou pas? Comment vous gérez ça? Alors, on les supprime pas, on réduit le répertoire en fait. On a un catalogue de musique qui est imprimé hein, parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir des choses imprimées dans les mains. On compare notre catalogue de chansons à un répertoire téléphonique. Comme ça leur permet de se repérer, c'est par ordre alphabétique. Mais au début de ce catalogue, on a tout un tas de compilations. Et par exemple, dans le catalogue 4000, on a fait une compilation des années 30. Voilà. Et donc, on a resserré le répertoire pour mettre plus de chansons des années 80 et 90, par exemple. Et puis, après, on réduira un petit peu le répertoire des années 50, 40-50, et puis on mettra plus d'années 2000. Voilà. On fonctionne, du coup, à la fois sur les vieilles chansons, mais aussi sur les très nouvelles, sur des compilations qui sont un échantillon des chansons les plus aimées des Français à l'instant T. Au quotidien, hors période du Covid, l'usage de la bande mélo peut se faire n'importe quelle heure de la journée. Comment est-ce que l'EHPAD gère en fait cet aspect? Alors, la bande mélo, elle s'allume toute seule à 8h moins le quart, à 8h, pardon, et elle s'éteint toute seule à 20h15. On ne peut pas changer l'heure de programmation à l'ouverture de la borne, mais on peut changer l'heure à laquelle elle s'éteint. Et ça, souvent, le personnel, et souvent le personnel de nuit, fait changer l'horaire de fermeture de la borne. On ne la laisse pas allumer la nuit. Alors, on a plein d'histoires sur des établissements où des personnes viennent la rallumer et se programment leurs chansons en pleine nuit, parce qu'on a beaucoup de malades d'Alzheimer qui déambulent la nuit. Ouais, J'ai eu récemment un témoignage de ce genre. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'ils peuvent rester devant la borne toute la nuit, c'est ça? Alors, on a développé des astuces pour qu'ils ne puissent pas le faire, comme désactiver le bouton d'allumage et d'extinction. Donc, du coup, là, ils sont embêtés. On a aussi, alors, j'explique que j'interviens en formation auprès des équipes régulièrement. On a construit un programme de formation d'une journée autour de l'utilisation de la bande mélo. Et je peux vous dire qu'en une journée, on ne chôme pas. Il y a plein de choses à voir dedans. Et mon but, c'est aussi de montrer que la musique, c'est très bien, mais ça peut être très mauvais tout au long de la journée, à fond, sans aucune interruption. Et du coup, effectivement, j'apprends à utiliser la musique dans un bon dosage de on la met pas, à quel moment on la met aussi et à quel moment on ne la met pas. Souvent, on préconise de ne pas mettre la musique pendant les repas, par exemple, ou alors de sélectionner les moments où on le met avant. Si on fait, par exemple, un repas à thème, on peut avoir sélectionné des moments pendant lesquels on met la musique parce que c'est entre les plats, parce qu'il se passe une animation, etc. On préconise aussi de mettre la musique en fin de journée parce que très souvent, on sait que les fins d'après-midi sont plutôt difficiles à passer en EHPAD. Voilà, donc il y a tout un tas de recommandations qu'on peut faire autour de l'utilisation de la musique. Et ce que je déconseille fortement, c'est on a une fonction qui est le contrôle zéro, qui lance 10 musiques aléatoires. Et je déconseille fortement de le faire plusieurs fois d'affilée, c'est-à-dire de mettre 20, 30, 40 chansons en aléatoire et puis de s'en aller, quoi. C'est fortement déconseillé. Avec le recul, qu'auriez-vous fait différemment? Oh, faut jamais rien regretter. C'est super ce qu'on vit, c'est une aventure extraordinaire. Vraiment, tous les jours, on se dit que c'est un vrai cadeau ce qui nous est arrivé de découvrir qu'on avait créé un outil qui change véritablement le climat de la maison quand il y est. Et tous les jours, on a des personnes au téléphone qui nous remercient
et en particulier pendant la crise aussi. On a continué à travailler, on a continué à être présent, on a continué à donner des contenus gratuitement parfois, parce que on se nourrit autant de ce qu'on fait au quotidien par les retours qu'on a que d'inventer des choses. On invente tout le temps de nouvelles fonctions, de nouvelles. Là, en ce moment, on est en train de lancer les événements mélo. Donc, on va proposer des activités qu'on va rediffuser. On va aller dans les établissements pour vivre avec eux des choses un petit peu différentes. Et enfin, franchement, je referai rien. C'est super. Alors, je vais poser la question différemment. Si en fait, je veux développer un produit, pas forcément une copie, mais un produit pour les EHPAD, quels sont les 3-4 points importants à votre avis? Quand on crée un outil, et en particulier pour des personnes qui sont alors, les personnes âgées, et on peut aussi parler des personnes en situation de handicap, parce qu'on a de plus en plus cette situation en EHPAD, et puis parce qu'on a aussi créé un outil spécifique pour les établissements médico-sociaux, pour les personnes en situation de handicap. Notre première préoccupation a été de s'intéresser d'abord à qu'est-ce qui se passe dans les établissements, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Et à partir du moment où on commence à installer un outil, eh bien, il faut tester. Tester, comment ils l'utilisent, est-ce que ça leur plaît, si ça leur plaît pas, pourquoi ça leur plaît pas et comment on peut améliorer. Toutes les activités qui sont dans la borne, elles ont été créées à partir des demandes des animateurs et des animatrices. Oui, d'ailleurs, plus des animatrices que des animateurs, parce que le métier est très féminisé. Je crois que vraiment le secret d'un outil qui est réussi, c'est quand on arrive à comprendre et qu'on est à l'écoute des utilisateurs. On ne fait pas forcément ce qu'ils nous demandent, mais on intègre complètement l'usage qu'ils ont envie d'en faire, en fait. Parce que parfois, on est confronté à des aspects techniques qu'on ne peut pas… Par exemple, ça fait très longtemps qu'on nous dit que la borne est lourde. Et c'est un fait. Le premier modèle qu'on avait sorti, il faisait 60 kilos. C'est du robuste. J'étais dans une maison cet après-midi. Là, on est en tournage cet après-midi avec Mélo Événement. La première borne, il fallait qu'elle soit stable parce qu'on avait remarqué que les personnes s'appuient dessus. Bien sûr. Et de fait, l'équilibre d'une personne âgée n'est pas au mieux quand elle vieillit. Elle n'a pas forcément sa canne, elle n'a pas forcément de déambulateur, mais quand elle reste à côté de la borne pendant un petit moment, il faut qu'elle puisse s'appuyer. C'est pour ça qu'il y a une tablette. Mais quand elle s'appuie, ça peut parfois… il ne faut pas que la borne, elle s'échappe sous le contact de la personne âgée. Donc, on ne peut pas mettre de roulette dessous. Ça, c'est une contrainte pour pas que la borne tombe quand quelqu'un s'appuie dessus. Bien sûr. Alors, on a rectifié le design de la première borne et on a réussi à gagner 20 kilos. La borne actuelle, qui est notre produit phare, la borne clé de sol, elle fait une 40aine de kilos et elle est bien plus maniable que la première. Et de fait, c'est important parce que les animateurs en établissement la transportent beaucoup. Ils la changent d'endroit. Tout à l'heure, vous m'avez demandé où elle était installée. Majoritairement, elle était installée dans les salles d'animation ou les salles communes. Mais en fait, elle va partout là-bas. Elle va partout. Dans les étages, elle monte, elle descend. Et elle peut même aller dans la chambre d'un résident. Quand on constitue des listes personnalisées et qu'on veut redynamiser une personne qui est en situation d'apathie, qu'on n'arrive pas à stimuler, la borne, elle peut aller dans sa chambre. On peut aussi aller dans une chambre pour faire de l'accompagnement de fin de vie, parce que la musique, c'est aussi jusqu'au bout de la vie. J'ai un peu dérivé là, bon, par rapport à la question, mais c'est vrai que du coup, ça montre aussi les usages différents qu'on peut en faire.
Et on ne va pas alléger la borne parce qu'on a des vraies contraintes d'utilisation. Et finalement, au départ, on a fait la borne pour les personnes âgées. Donc, on ne va pas favoriser l'utilisation des soignants ou des personnes qui veulent la transporter parce qu'elles en trouvent l'utilité, aux dépens des personnes âgées qui ont besoin de cette stabilité. Autre question, beaucoup d'entreprises acteurs sont en train de réfléchir, ok, j'ai développé un produit ou un service pour les EHPAD, je n'arrive pas à le commercialiser aux EHPAD. Je n'arrive pas à les toucher, je n'arrive pas à communiquer auprès des EHPAD. Un ou deux conseils à leur donner? C'est vrai que c'est compliqué. La première des contraintes, c'est que ils n'ont pas d'argent, hein, il n'y a pas de sous, ou alors les budgets sont fléchés. Tout à l'heure, je parlais de l'évolution des mentalités entre le moment où on a commencé à développer la borne et aujourd'hui. On a vraiment vu un mouvement de fond pour le développement de la qualité de vie sociale. C'est encore pas gagné, hein. L'animateur, il n'est toujours pas considéré comme un acteur à part entière de la vie de l'établissement concrètement, hein. Normalement, les trois piliers, c'est bien le soin, l'hébergement et la vie sociale. C'est encore pas la majorité des établissements, malheureusement, bien qu'on ait vu une vraie évolution. Alors, donc, la première contrainte, c'est les budgets. La deuxième contrainte, c'est que la vie sociale n'est pas toujours bien valorisée dans les établissements. Et la troisième contrainte, c'est que le personnel, il a autre chose à faire que d'implémenter des outils, hein. Donc, tout ce qu'on peut faire pour leur faciliter la vie, il faut vraiment se creuser la tête pour qu'ils n'aient pas de contraintes à l'utilisation. Il faut qu'ils arrivent. Et en plus, de plus en plus, les aides-soignants et aides-soignantes sont aussi sollicités par les directions pour faire des activités. Donc, il faut que quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, il puisse tout de suite faire quelque chose. Donc, on est beaucoup, nous, dans cette mouvance-là d'activités flash, d'animation flash, qui sont facilement utilisables par n'importe qui. Quel conseil pour se faire connaître des dirigeants des EHPAD? Et en fait, la publicité, je la mets où? C'est la publicité? Est-ce que je leur écris? Est-ce que c'est des mailings? Est-ce que c'est des publicités dans les magazines lues par les directeurs d'EHPAD ou les animateurs? Alors, il n'y a pas de recette. On a vécu plusieurs phases, nous, en termes de communication. On a de la chance parce qu'on était issus de ce métier-là au départ. On avait une agence de communication avant de créer cette société. Et en fait, on s'est rendu compte que la communication, elle n'est pas la même quand on débute et quand on arrive à maturité. Elle n'est pas la même auprès des maisons de retraite et des résidences autonomie. Il faut vraiment s'adapter. Et il n'y a pas un canal qui est un meilleur vecteur qu'un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'en communication, le plurimédia est quand même ce qui est largement recommandé. Donc, nous, on dose, voilà, en fonction des moments, en fonction de… Là, par exemple, l'année dernière, pas de salon. Le salon, pour nous, est un support important de communication parce qu'on voit les personnels des EHPAD. Et il n'y a pas eu un seul salon organisé l'année dernière. Donc, il a fallu imaginer de nouvelles façons de communiquer avec les établissements. Et on a, je pense, aujourd'hui la chance d'avoir développé une relation client qui est telle que finalement, on n'a plus beaucoup besoin de communiquer. On est bien connu. Par contre, on a besoin de communiquer sur les apports de notre produit auprès des personnels parce que ce n'est pas toujours bien perçu. J'étais à Strasbourg la semaine dernière, dans un groupe d'établissements qui a acheté 16 bornes. Donc, il y a plusieurs établissements à Strasbourg et l'animateur qui est là de longue date dans l'établissement m'a dit, mais vous savez,
Moi, quand je dis à mon directeur que tout le monde est content d'avoir la borne dans l'établissement, il ne rechigne pas à avoir l'outil et à payer pour avoir l'outil ou à aller chercher des budgets pour avoir l'outil. Et c'est vrai que ça, c'est satisfaisant. Quand on entend ça, c'est qu'un grand bout de chemin est fait. Une conclusion à l'émission? Je vous remercie déjà de m'avoir demandé de témoigner chaleureusement. J'ai déjà écouté vos interviews et je trouve qu'elles sont d'un grand intérêt. Et puis, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas la borne Mélo et les outils qui améliorent la qualité de vie sociale en établissement à s'y pencher de très près. Super, merci Sylvie. Sylvie Boulot, je rappelle que vous êtes directrice générale de 11+, qui commercialise auprès des EHPAD notamment la borne musicale Mélo. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.